Salut à tous, bienvenue dans mon podcast Poker Plus, un podcast qui va parler de poker mais pas que, de tous les aspects de la performance. Je m'appelle Jules, je suis grinder online depuis 2-3 ans maintenant et j'avais envie de créer un contenu avec une sorte de podcast qui peut être un endroit où on aura des discussions avec des gens de la commu, de l'écosystème poker dans son ensemble. J'avais peut-être pour idée de vouloir recevoir des gens en interview, parler des retours d'expérience de joueurs pros, parler de leur quotidien de joueur. Et voilà. Et j'avais envie comme premier sujet de partager un peu une problématique que peut rencontrer pas mal de joueurs de poker, notamment de poker de tournoi, à savoir la transition entre le poker online et le poker live. Du coup, j'ai écrit deux, trois trucs, mais je pense que je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre en roue libre. Je voulais parler des différences, des petits points positifs et négatifs que peut avoir le poker live, les premières fois où on va à table, les notions de ROI, puis je finirai par les avis perso. Je pense pas que c'est une vidéo où vous aurez des conseils sur quelles erreurs on peut essayer d'éviter quand on va en casino la première fois qu'on touche des jetons, les mises, etc., les string bets. Non, vous aurez un truc qui soit un peu plus retour d'expérience et un peu plus avis perso sur comment je vois ça. Parce qu'actuellement, du coup, comme je l'ai dit, ça fait 2-3 ans que je grind online. J'ai une quinzaine de tournois live, donc je débute à peine. Et il y a deux, trois notions qui, je pense, sont importantes quand on se met à avoir une rôle suffisante pour pouvoir jouer quelques tournois live qu'il faut considérer. Donc, on va starter, je pense. Euh, on va commencer par les différences. Donc, déjà, la première diff, le poker live, c'est le prix. Je pense que vous le savez, mais ça coûte extrêmement cher. On est, j'avais un peu la notion de fois 100 en termes de niveau. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais entre un 10 euros online et un 1K live, en sachant que si vous jouez un 1K live, vous n'êtes sûrement pas ABI 10 online, parce que vous n'avez pas la rôle pour, je pense. Mais, euh, mais c'est assez surprenant de voir à quel point les buy-ins sont très très chers. Euh, on est sur des tournois de grosse envergure avec beaucoup de joueurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Là où online, vous êtes sur des montants plus raisonnables. Et alors, comme je précisais, je pense que la qualité de jeu n'est pas, n'est pas un facteur fois 100, loin de là. Par contre, au niveau de l'argent qu'il faut et faut pouvoir débloquer pour aller jouer ces tournois-là en bankroll management, c'est énorme. Donc voilà, première diff. La deuxième, c'est le fait d'être IRL, donc d'être en face-to-face avec des humains. Ça fait un peu nerd de dire ça, mais là où online, vous êtes avec vos 6, 8, 15 tables de MTT ou de spin ou que sais-je devant vous, le fait d'être en réel avec des humains, de pouvoir les analyser, le pouvoir pardon, le fait de pouvoir avoir toutes les autres stimulations qui sont présentes en live vont amener évidemment quelque chose de différent. Et la dernière diff que j'ai notée, c'est au niveau du temps et de l'énergie, surtout sur les sessions. Là où une session online va durer quelques heures, une session live, elle, bon, elle va durer aussi quelques heures, mais je pense qu'en termes d'énergie, le fait de se déplacer, que souvent on se déplace en poker live, ça coûte beaucoup plus. Il y a toute une notion de gestion d'énergie, de repos, de sommeil. Euh, la plupart des joueurs qui se déplacent à l'année, pour moi, ils ont vraiment des disciplines d'athlètes pour conserver en fait un niveau d'énergie constant et un niveau de jeu qui soit élevé. Ça demande, je pense, beaucoup de logistique. Euh, une session, je pense, de 10 heures en live, même si moi ça m'est rarement arrivé vu que j'ai fait que Bust, quoi, coûte plus d'énergie, je pense, qu'une session online, là où on pourra enchaîner le volume, enchaîner les jours de grind et être dans un confort qui fait que on peut envoyer beaucoup plus de tournois. Là où en live, évidemment, on va jouer qu'un seul tournoi ou deux si on re-entry, quoi. Ok, on va passer au point positif du coup du poker live. Les points positifs, la première pour moi, c'est le fait qu'on se déplace. La plupart du temps, on va sur des événements, on va sur des festivals, on va même peut-être parfois sur les championnats du monde, sur les championnats européens, les tritons, que sais-je. Et en plus d'aller jouer à un festival de tournoi, on va découvrir une nouvelle ville très souvent.
un nouveau pays, peut-être, si on voyage à l'étranger. Et ça, je pense que c'est un truc qui donne envie de se déplacer, de voir des gens, de voir des cultures, de voir des lieux. Qui n'a pas envie de voyager? Donc, l'XP que ça peut apporter en termes déjà professionnels d'aller jouer les tournois, mais en plus, l'XP personnel, le fait de rencontrer des gens, etc., tout ce que j'ai énuméré. Le deuxième truc, c'est le fait d'être, ça va paraître bizarre de dire ça, mais le fait d'être complètement impliqué dans un tournoi. Donc là, c'est un avis très perso, mais quand je joue des MTT, comme j'ai 10 tables, techniquement, si je buste une table, forcément, je vais m'en foutre le fait qu'il y en ait 9 autres. En live, on est impliqué à 100% dans un tournoi, et forcément, on ressent tout de façon décuplée, les émotions. Le bust va faire beaucoup plus mal, les coups gagnés vont être beaucoup plus aussi salvateurs. Tout est décuplé, et c'est un truc qu'on a du mal à ressentir, je pense, quand on est online, à part si on multitable. Mais encore, on n'a pas toutes les notions de se faire read quand on est en value ou en bluff, etc. Jouer sur ces aspects-là. Donc, ce truc-là, pour moi, c'est un des super points positifs, c'est d'être impliqué à 100% dans un tournoi. Et un truc que je viens d'énumérer, c'est aussi l'aspect, du coup, lecture de tel et stressé, le fait d'être regardé, analysé et de pouvoir aussi le faire avec les autres. C'est un des trucs personnellement que j'adore, pouvoir lire mes adversaires, euh, essayer de travailler ma posture, truc où online on est peut-être à chi ou je sais pas, on s'en fiche, on fait pas attention. Là, ça demande quelque chose en plus. Et sur ça, j'avais une anecdote à vous transmettre, mais je la ferai juste après en parlant des points négatifs, qui sont évidemment la lenteur. Le poker live, ça, c'est très lent par rapport à online, surtout personnellement, avec mon cerveau de Gen Z sous dopamine qui clique partout sur 10 tables, à partir du moment où on a une décision toutes les 3 4 secondes et qu'on passe au poker live où on va jouer, je sais pas, peut-être 20 mains par heure, là où une table online peut, il me semble que c'est 80 à 100 mains par heure. Donc si vous faites x10, vous voyez bien à quel point on diminue et on divise même le nombre de mains qu'on va jouer. Euh, donc il y a cet aspect-là de perte de stimulation, mais en même temps qui va être compensé par des stimulations externes, qui va être bah, le fait d'être en réel, quoi, de pouvoir lire les showdowns des joueurs, d'être concentré peut-être sur leur attitude, sur leur tel au niveau des jetons, pardon, au niveau des sizings, etc. On a le temps d'aller plus loin dans chaque réflexion, euh, alors que online, on aurait peut-être moins la place de le faire. En autre point négatif, donc il y avait ce truc-là de dopamine, il y a aussi euh, le risque d'impatience. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Donc là, je parle de mon XP perso, hein, mais j'ai joué une HH en live, pardon, où j'ai senti en fait cette impatience. Le fait d'être habitué à avoir de l'action permanente m'a poussé à prendre des opens peut-être que j'aurais pas dû prendre en pratique. Des coups qui étaient peut-être trop agressifs du fait d'avoir ce besoin-là en fait d'action à table, euh, être leaké un peu par rapport à ça. Donc j'avais une anecdote à vous partager sur ce truc-là. C'est une HH que j'ai jouée en live à Aix-en-Provence, au casino Partouche, il me semble, pour le WPT. Donc je vous explique le spot. On est 40 deep sur le main event. On doit être 75% field left, donc on doit jouer depuis 2 3 heures. Et il y a un joueur qui open raise au bouton. Et moi je suis en SB et je découvre 17 suits hacker. Et on est 40 deep, 40 effectifs, et je décide de 3 bet cette main, bon, qui est un peu agressive, mais je me rappelle à froid, à chaud, pardon, avoir envie vraiment de jouer la main, quoi, être poussé à avoir de l'action, donc je décide de 3 bet. C'est un peu en range, hein, c'est un peu loose évidemment. Et, euh, et du coup, je pense que cette achat, je vais vous l'expliquer dans le détail, elle résume bien en fait les avantages et inconvénients que peuvent avoir le poker live. Donc j'ai 17 de cœur, je me fais call par le bouton, donc j'ai 3 bêtes depuis SB. Ça vient 6-4-3 Rainbow, euh, 6-5-4 Rainbow, pardon, et je fais open-ended avec mon set. Je décide de c-bet small, 25%, IP call, turn ça vient force trade, donc ça vient 3 et je frappe les nuts.
Sur cette carte, je me rappelle que je me suis dit que la range de float de mon adversaire était souvent composée de 2 overs et un peu moins de paires, et que je risquais de faire fuir mon adversaire sur cette turn que je décide de check. IP, lui, décide de check back à son tour. Et ça vient river le valet. Donc je répète, ça fait 6, 5, 4, 3 valets. Et moi j'ai notes absolues, j'ai straights avec le 7. Et donc river, je me questionne sur le sizing en value que j'ai envie de faire. Je réfléchis, je crois, on joue quelque chose comme 1.5 PSB. Donc pot size bet, ceux qui savent pas, c'est que euh, le pot fait à peu près 25 blindes et on doit jouer quelque chose comme 35 ou un peu moins. Et du coup, je réfléchis au meilleur sizing pour prendre de la value sur une paire. Et comme on est en live à ce moment-là, je décide de regarder mon adversaire. Chose que j'aurais pas fait online. Et je vois son coup battre ici, là. euh, Quelque chose qu'il n'avait pas au début de la main et sur les streets précédentes. Et donc, je me questionne et je me dis, ah bah en fait, si son pouls bat très fort ici, c'est que forcément, il a un bon jeu. Je pense pas qu'il serait stressé s'il avait SI et qu'il voudrait abandonner ce coup. Là, le fait de l'avoir vu battre, j'ai compris qu'il avait une main importante. Et donc, du coup, ça a complètement modifié ma réflexion. Là où je voulais plutôt choisir un size 66%, je décide de move all-in pour 1x5, 1,5 fois le pot, euh, parce que je me suis dit qu'il avait une main forte, quoi. Et mon adversaire va tank assez longtemps et finir par muck as-valet off pour top pair, top kicker. Euh, et du coup je trouve cette main, je voulais la partager parce qu'elle est assez intéressante. Elle illustre mon impatience et mon manque de lucidité et mon manque d'XP en live d'avoir voulu jouer un coup trop agressif, qui a été finalement rattrapé par le fait d'avoir su max value un profil qui m'a donné une info que j'aurais pas dû avoir en temps normal. Donc voilà un peu comment je perçois le poker live. C'est une multiplication de facteurs qu'il faut bien avoir pris en compte pour se lancer les premières fois. Dernier point négatif au niveau du poker live, c'est la structure. On va passer assez vite en vrai de 300 dips sur les premiers levels à peut-être 20 dips en quelques heures. C'est quelque chose qui est à la fois intéressant si on va jouer un petit buy-in. Je ne sais pas si vous allez jouer en casino en semaine sur un 50 € du mardi, vous êtes content que le tournoi il dure 5 heures et que vous pouvez rentrer dormir chez vous. Mais si vous allez jouer un plus gros buy-in, je ne sais pas, par exemple un 500 WPT euh, ou un EPT par exemple, où les niveaux sont là beaucoup plus lents, je pense que vous êtes content que votre stack descende de façon progressive, le temps de voir des mains, etc. Mais on va le dire assez souvent, le poker de casino en live, les structures sont assez rapides et vous allez être très rapidement dans des stack size de push or fold et ça peut être assez frustrant, notamment si vous avez été de card dead pendant quelques heures. Parce que ça, évidemment, la lenteur, ça rejoint ce truc-là. C'est que là où en live, vous pouvez passer quelque chose comme une demi-heure, une heure, même plusieurs heures à fold, euh, c'est un facteur que vous aurez jamais en poker online. Peut-être vous allez fold pendant 5 minutes, et encore si vous multitablez, ça arrive très rarement de ne pas avoir de l'action toutes les quelques secondes. Donc voilà, j'ai fini un peu là-dessus. Et maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. La notion de ROI. Juste avant le podcast, je suis allé faire des simulations Prime Top. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site qui vous montre un peu l'impact de la variance. Et vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse. Où en fait j'ai comparé. Euh, en fait, je cherchais le moment où tous les scénarios pour un joueur étaient positifs sur le long terme. Donc j'ai regardé un exemple d'un joueur qui jouait 1000 MTT avec un ROI, donc retour sur investissement de 50%. Donc si je mise, euh, j'ai mis average buy-in 1000 euros. Donc si votre buy-in d'entrée c'est 1000 € avec un ROI de 50%, vous touchez en moyenne 1500 €. Donc ce profil-là, j'ai regardé, atteint une variance, quoi qu'il arrive, positive à long terme à partir de 1000 tournois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun scénario après 1000 tournois euh, qui fait que ce joueur-là finit en négatif. Donc 1000 tournois, ça peut paraître un peu abstrait pour certains. 1000 tournois pour un joueur pro en online, ça peut se faire en 2 mois. Ça peut se faire assez rapidement, même en un mois, si vous jouez 50 tables par jour, 4, 5 sessions par semaine, ça peut aller très, très vite à faire. Là où en poker live, bah, techniquement, si vous jouez un tournoi par jour, on l'atteint en 1000 jours. Donc 1000 jours, ça correspond à quoi? Ça correspond à 3 ans non-stop à jouer, en sachant que un joueur pro sur Vegas
Sur un petit Vegas, je pense qu'il va faire une vingtaine, trentaine de tournois. S'il reste les 2 mois et quelques, il va jouer 60 tournois s'il joue tous les jours. Et s'il commence à re-entry, disons un tournoi tous les 2 jours, ouais, on passe à quelque chose d'une centaine de tournois. Donc techniquement, pour qu'un joueur pro qui va jouer Vegas, ABI 1000, 2000, 3000, une centaine de tournois, atteindra son long terme au bout de 10 ans, s'il joue une centaine de tournois par an, en sachant qu'il faut 50% d'ROI. C'est là le truc important. Bon, loin de moi de savoir si telle ou telle règle a 50% d'ROI ABI 1000. Euh, Si vous avez 50% d'ABI sur un ABI 1000 online, vous êtes milliardaire, je pense. C'est hyper dur d'avoir des ROI, je pense, comme ça. Euh, et si maintenant on prend un profil qui joue online, qui a 20% de ROI, lui, il va atteindre son long terme très très rapidement, en vraiment un petit sample de tournoi. Donc c'est assez facile, vous lissez en fait la variance au bout de 2-3 mois online, même si vous avez des périodes de bad des fois pendant quelques mois. Vous lissez cette variance-là, là où online, ça va vous prendre 10 ans si vous jouez non-stop. Si vous êtes un joueur qui joue, allez, 300 tournois par an, ça va prendre 3 ans non-stop avec un ROI qui doit assez haut pour atteindre le long terme. Donc voilà, si on compare pour moi, 10 ans de poker live peuvent être assimilés à quelques mois online. Et la plupart des joueurs en fait ne restent pas 10 ans sur le circuit, vont pas jouer 10 Vegas d'affilée en bankroll, etc., en bankroll management, pardon. Donc ce truc-là, il est assez important à savoir, c'est que la plupart des joueurs se déplacent sur Vegas et vont cramer en fait un haut pourcentage de leur rôle. Alors certes, la plupart sont stackés et ils vont avoir des stratégies comme ça pour éviter de se mettre trop en danger. Mais pour atteindre le long terme et pour jouer euh, un jeu où on a envie d'avoir un retour sur investissement, le poker live, à part si c'est plus de 50% de votre travail annuel, à savoir je me déplace tous les week-ends à droite, à gauche sur des events, ou alors le profil plutôt que j'ai énuméré avant, qui est un top pro qui va jouer une centaine de tournois sur Vegas et qui va en jouer peut-être une autre centaine dans l'année, lui va l'atteindre sur 5 ans, mais c'est limite son activité principale, quoi. Là où un grinder online va essayer de faire ses 3000, 5000, 10 000 tournois sur l'année. Ben, en fait, pour moi, ces deux joueurs-là sont pas comparables. Là où le joueur online qui va se déplacer peut-être tous les 2 mois sur un event Winamax, sur un event PokerStar, les EPT, etc., ce joueur-là, il va jouer peut-être 30 tournois dans l'année, mais pour atteindre son long terme, bah, je vous laisse faire le calcul, il faudrait quelque chose comme 300 ans. Donc, c'est vraiment très dur à atteindre, et la plupart des joueurs sous-estiment ce truc-là, en sachant qu'il faut des ROI énormes. Voilà pour moi. Donc au niveau de mon avis, c'est hyper variancé. Euh, Là où on va se déplacer on va prendre en exemple par exemple un joueur qui va jouer une semaine sur un festival, qu'importe, pendant 5 jours. Il joue 2 tournois par jour. Ce joueur-là va full bust. Disons qu'il a joué une trentaine d'heures, je dirais chiffre au pif. Sur une trentaine d'heures à 20 mains par heure, on se retrouve peut-être à ouais, 400, non, pardon, 30 fois 20, je dis n'importe quoi, à 600 HH joués sur la semaine. 600 HH, bah, ça correspond à peut-être 2 tournois online si on allait en late game, ce qui est rien en fait. La plupart des joueurs sont hyper héros en parlant de leur achat, où ils ont pas eu de la chance, etc. Forcément, parce que ça fait beaucoup plus mal de prendre un setup quand on a 10 balles pour essayer de atteindre le fameux one time que la plupart des joueurs recherchent en live. Alors qu'online, bah, 10 tournois, vous pouvez en lancer 10 d'un coup et en 1 heure, c'est bon quoi. Et vous pouvez tous les bust et il s'est rien passé. Euh, Alors qu'en live, en fait, ça fait beaucoup plus mal. On se déplace, on paye cher, parce que très souvent, ça coûte plus cher que ce qu'on est capable de payer. Et la variance est insane. On va venir wine un peu sur des spots qui vont être peut-être standards, mais justement parce que les émotions, elles sont décuplées en poker live, et ça, on n'y peut rien. Euh, un autre truc aussi que je voulais dire, c'était que, notamment pour le cas des joueurs pro, pardon, je tapais dans le micro, pour les joueurs pro qui se déplacent sur Vegas, où en fait la plupart, et je pense que jamais personne, n'est préparé à bust, 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 parce que ce qui peut se passer en fait dans une session online, où on va faire 0% ITM sur 20 tournois, et le lendemain on rejoue et on fait 0% ITM sur 20 tournois. Bon, j'imagine qu'après quelques temps, quand même, quelques jours euh, sans ITM, ça a du mal à arriver. Mais tout ça pour dire que personne n'est jamais vraiment prêt pour passer 40 tournois
à bust, 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 se réveiller, retourner au casino, bust, perdre des setups, etc. C'est très dur mentalement, je pense, et c'est un aspect qui est hyper sous-estimé. Donc, si vous avez envie de vous lancer sur vos premiers lives, réfléchissez vraiment à est-ce que vous avez envie de le faire de façon professionnelle ou si vous avez envie de le faire pour un kiff. Parce que c'est un truc qui est trop, euh, j'allais dire caché, mais qui est juste pas assumé par la plupart des joueurs. Quand on se déplace sur une semaine, on ne cherche pas à avoir un retour sur investissement. Si on cherche à avoir un retour sur investissement, on s'implique complètement dans cette discipline-là, parce que pour moi, c'est vraiment pas le même jeu. Mais la plupart des joueurs disent: «Ah, j'ai un edge». Évidemment, tu as un edge, mais comment tu atteins ton long terme? Et ça, c'est un truc que la plupart euh, ne considèrent pas. Et c'est plus facile, je pense, de mettre les problèmes sous le tapis que en parler, en parler directement. C'est pour ça que je le fais. Voilà, donc ce truc-là de bust, 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 c'est un truc qui est important, et ça peut être le cas aussi sur un casino, dans un casino de votre ville à côté, etc. Euh, et un autre truc aussi pour les joueurs qui ne connaissent pas, c'est comment on fait pour compenser les frais. Parce qu'il me semble que Vegas, une semaine, ça coûte quelque chose comme 700 euros de frais. Donc si vous restez 10 semaines, 2 mois et demi, ça vous coûte 7000 euros de frais. Et il y a une petite règle qu'il faut savoir, c'est essayer que les frais ne dépassent pas 10% de notre buy-in total qu'on a envie de miser. Donc c'est-à-dire si un joueur joue Vegas pour 70 000 euros, 70 000 dollars, pardon, il va essayer que ses frais soient inférieurs à 7K. Pourquoi? Parce que c'est 10% d'héroïque qui est déjà parti en fumée, qui nous a payé l'hôtel, qui nous a payé à manger, qui nous a payé tous les déplacements, etc. Et c'est pour ça qu'il existe sur les réguliers de live qui vont jouer les Vegas, la notion de cut pour compenser ses frais. C'est-à-dire que, comme c'est des montants, j'ai pas parlé de stacking, mais parce que ça me paraissait quelque chose de commun, mais je vais peut-être détailler pour ceux qui connaissent pas. Le stacking, du coup, c'est quelque chose qui permet de, par exemple, si je joue un tournoi à 1000 euros, de garder, par exemple, seulement 30% des 1000 euros pour moi. Donc, je décide de buy-in 300 euros de ma poche en bankroll management et je vends 70% à des investisseurs. Donc, c'est comme de la bourse finalement. Un joueur qui va acheter 2%, 10%, 20%, etc. Au montant pour les 700 restants. Donc, pour l'exemple, on va faire 500, 500. Si un joueur veut acheter 50% de mon action sur un tournoi, au lieu d'acheter 500 euros, je vais lui vendre à un cut. Donc un cut, c'est le multiplicateur qu'on rajoute, par exemple, fois 1,10. Donc au lieu de payer 500 euros, ce joueur-là va payer 550 euros, donc avec 10% supplémentaires. Et ces 50 euros vont compenser les frais que j'aurai quand je me déplacerai sur ce tournoi-là. Donc la plupart des joueurs vendent à cut et négocient ce truc-là en fonction de leur niveau. Euh, pour, par exemple, ce joueur qui se déplace sur Vegas, qui a un cut à 1,10, et bah, en allant là-bas, il a direct 7000 euros dans la poche pour compenser les frais. Et techniquement, le reste, euh, c'est lui avec son ROI qui joue ça. Voilà. Et un truc aussi que j'avais envie de parler, c'est un peu la partie euh, sans filtre de la fin du podcast, c'est les gens qui se crament à Vegas, les gens qui vont jouer une grosse partie de leur rôle, bon, libre à eux de le faire, mais ces gens-là, du coup, je pense qu'ils espèrent pas avoir un retour sur investissement long terme, ou en tout cas, ils sont dans le déni, parce que pour l'avoir, comme je l'ai dit auparavant, il faut une dizaine d'années, voire plus. Donc en fait, il faut juste ouvrir la parole sur le fait que oui, je vais cramer 25% de ma rôle à Vegas cette année, et genre juste c'est ok quoi. Les gens osent pas le dire, mais parce qu'ils ont aussi cette recherche de one time, et c'est un truc faut pas négliger. Vraiment, je pense que la plupart des joueurs sont à la recherche de cette sensation-là euh, en live. Mais sinon, il y a une autre approche, c'est d'y aller en sachant que c'est un kiff. Je me déplace sur une semaine, je sais que j'attends pas forcément, je sais que cet argent-là, il est perdu. J'y vais pour me faire kiffer, pour toucher des cartes en vrai, pour prendre de l'XP sur ma posture, sur les tels adverses, etc. On sait qu'il y a des joueurs qui se sont créés des carrières sur la lecture de tels, etc. Donc, pour moi, c'est deux aspects différents et faut pas négliger ça. Un autre truc aussi qui me saoule sur le poker live, c'est le réseautage. C'est qu'en fait, euh, pour avoir des investisseurs, bah pardon, je bégaye un peu. Il faut forcément être connu. Donc, soit par son niveau de jeu, soit par la création de contenu, soit par des cercles d'entourage, etc. Et avoir des personnes qui sont prêtes à miser sur vous. Et cet aspect-là de euh, prendre contact, euh, partager,
etc. Ça demande un peu un côté LinkedIn du poker finalement, que ce truc-là où j'ai un peu de mal. Euh, Essayer d'aller démarcher les gens, il y a un côté un peu, pas vendeur de tapis, mais vous m'avez compris quoi, pour essayer de débaucher des actionnaires. Et j'ai l'impression que quand on est exposé, forcément, on a plus de facilité à trouver des gens qui ont envie de miser sur nous, qui nous apprécient, etc. Mais c'est un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans le poker live, sur, du coup, jouer des centaines de tournois, etc., cette notion-là est hyper importante et ça doit être une de vos priorités. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour, je vais finir par un petit bilan. Donc pour moi, c'est clairement pas le même jeu, et vous l'avez compris. Je suis assez critique avec le poker live parce que euh, pour moi, c'est un autre jeu que par rapport au poker online. Là où techniquement les risques sont beaucoup moins élevés, si on conserve le même niveau de jeu et la même trame sur une longue durée dans le temps, on atteindra forcément le niveau qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si on perd sous quelques mois, on a le droit de down X buy-in, mais techniquement, si on a un joueur gagnant, la courbe va s'inverser et va rattraper. Là où en poker live, en fait, la courbe, elle peut ne pas s'inverser pendant toute une vie, quoi. Les gens n'atteindront jamais leur long terme. Si on prend un exemple, par exemple, d'un joueur qui down pendant 6 mois online, bah, si on a fait les ratios tout à l'heure, 2 mois égale 10 ans, si on fait 6 mois, ça fait 30 ans. Donc voilà, on peut passer toute une carrière à perdre en live et perdre des milliers d'euros quand vous connaissez les montants que ça représente. Donc le conseil que je donnerais pour les joueurs de MTT qui ont envie de se lancer, c'est est-ce que c'est vraiment un objectif pour vous de passer au poker live? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour vous d'aller jouer les tournois les plus chers, d'aller jouer pour des bracelets, pour des titres, pour des pics, pour des tritons, etc. Et est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes prêt à perdre cet argent? Euh, Parce que c'est des sommes qui sont, on va le dire, astronomiques pour le commun des mortels, pas pour les petits pourcentages, le top 1% des 1%. Mais voilà, il faut savoir en fait si on y va pour le plaisir ou si on y va pour avoir pour rechercher le one time, etc. Il faut être OK avec ça. Donc il y a toujours cette notion de risk-reward, où personnellement je trouve que c'est un peu tôt dans ma carrière. J'ai dit que je jouais depuis 2 3 ans, et ça représente quand même des sommes qui sont pas négligeables. Et si on n'est pas prêt à jouer pour, je sais pas, moins de 50% de son action, ça c'est un truc qui est très perso, hein, mais il y a des joueurs que je sais qui sont très critiqués parce qu'ils vont jouer des tritons pour seulement 10%. Donc si vous s'ils vont buy-in un 100K, ils payent 10K de leur poche et 90% c'est des actionnaires qui peuvent être des fois tendancieux, on connaît le milieu. C'est critiquable dans dans le cas où il y a des joueurs qui disent ah mais c'est pas, en fait tu joues plus pour toi, tu joues seulement pour 10%, donc en fait dans ton gain final tu vas gagner 10%, dans ta perte tu vas perdre 10%. C'est forcément proportionnel, mais ça amène d'autres problématiques. Et ce truc-là, c'est très personnel, mais j'ai du mal à me déplacer sur un tournoi de poker où j'ai pas une majorité des actions. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui fonctionnent comme ça et qui essayent d'avoir quelque chose close to 50%. Mais bon, après, libre au joueur de jouer pour 10%. Si on me dit demain, tu joues 10% de ton action, tu me joues 2% de ton action et tu vas jouer un triton, mais je signe direct. Donc, faut faire attention à ça. Et c'est pas ce joueur joue X%, ah bah c'est nul, à quoi ça sert? Bah non, mais ce joueur, il a débloqué aussi les fonds, il a débloqué le réseau pour pouvoir se permettre de les jouer. Donc, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Je suis personne pour juger. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. Je vais un peu travailler et train sur le débit, sur l'articulation, sur pas mal de trucs. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur le contenu. Proposez-moi des sujets, des idées de sujets, des idées de personnes à interviewer. Je vais aller démarcher et faire mon petit réseau aussi sur l'écosystème poker pour avoir des interviews de joueurs dans tous les formats, même qui ne soient pas forcément joueurs pro, des coachs mentaux, des coachs mentaux, peut-être, c'est un peu mieux, des gens qui gravitent autour du milieu et qui auront envie d'avoir une safe place pour prendre des balles aussi ou pour parler de sujets ouverts avec moi en interview. Donc voilà, faites-moi un retour sur la qualité, sur l'image, sur le son. Et c'est tout pour moi. C'était Jules, je vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.